Je disais donc, l'histoire générale des écritures et des alphabets est traditionnellement du domaine des linguistes. Elle envisage les systèmes graphiques essentiellement comme une structure abstraite caractérisée par des principes de fonctionnement et un catalogue de signes. Quant à la forme de ces signes, elle en retrace la généalogie d'un système à l'autre, indiquant l'affiliation des formes essentielles, les signes qui apparaissent ou disparaissent, mais le devenir de ces formes à l'intérieur de chaque système reste une préoccupation relativement marginale. Il n'est pas rare, ainsi, de voir les alphabets phéniciens et étrusques, par exemple, dessinés d'après les modèles antiques, suivis de l'alphabet grec et de l'alphabet romain, qui en sont respectivement issus, mais figurés ici directement sous leur forme typographique moderne. Ici, simplement, un exemple tiré d'un petit manuel répandu. Là où les linguistes s'arrêtent, l'histoire des écritures donc, est reprise par les paléographes, qui, eux, pour la plupart, s'intéressent en particulier à l'histoire d'un seul système, paléographie latine, grecque, hébraïque, arabe, japonaise, etc. La paléographie latine, qui est donc le point d'où je vous parlerai, a développé deux perspectives théoriques principales qu'on pourrait appeler, caricaturalement peut-être, linéennes et darwiniennes. De ses origines, elle a gardé le goût du classement, de la typologie, utile d'un point de vue pratique, notamment dans les tâches d'expertise, de datation, de description catalographique des manuscrits. Et on distingue donc des types par des caractères morphologiques distincts, ainsi que des degrés différents de formalité, donc de qualité de l'exécution. Ces critères répondent tant bien que mal à des paramètres fonctionnels et, pour simplifier, en gros, on distingue trois filons plus ou moins bien séparés et développés selon les époques, qui sont les écritures des livres, qui visent d'abord à la lisibilité, des écritures documentaires courantes où importe plutôt la vitesse d'exécution, ici une charte du milieu du XIIIe siècle, et des écritures diplomatiques, celles des documents solennels, d'une exécution soignée, donc, mais également plus ou moins ornée ou stylisée. Ici, donc, un diplôme du XIIe siècle. À cette tripartition, on oublie souvent d'ajouter les écritures non écrites mais dessinées, peintes ou gravées, celles des inscriptions publiques ou des écritures d'apparat en couleur dans les livres. Au-delà donc de cette approche descriptive, plus rares sont les darwiniens, intéressés, eux, par les mécanismes concrets d'évolution qui sous-tendent la vie du système et son devenir. Plus qu'à la forme achevée, ils s'attachent, nous nous attachons, devrais-je dire, à l'acte d'écrire et à son rôle dans les mutations de la forme. Cette approche, qui a représenté au milieu du XXe siècle une révolution dans nos manières de penser, notamment avec les travaux de Jean Malon, est restée surtout le domaine des chercheurs français et italiens. C'est une approche plus technique, donc, mais qui, au fond, a insisté sur des facteurs souvent matériels plutôt qu'humains. Ici, des schémas tirés de Malon. Sur les instruments, donc, plutôt que sur la main, le cerveau, qui les dirige. Et si cette paléographie a peu dit de la psychophysiologie de l'écriture, elle s'est encore moins interrogée sur les mécanismes de la lecture. Or, l'écriture est faite pour être lue. Le scripteur s'adresse, selon les cas, à lui-même, à un autre, à ses contemporains, à la postérité, et il forme ses lettres en conséquence. L'extrême complexité de l'écriture comme activité psychique et physique est évidemment difficile à analyser historiquement. D'après les traces écrites que nous conservons, simples fossiles de gestes, pourrait-on dire. On peut imaginer une approche expérimentale. Les paléographes ont rarement l'expérience pratique de la plume, ce qu'on peut regretter, mais le dialogue avec les calligraphes a certainement beaucoup à leur apprendre. Cela dit, personne ne pourra jamais reproduire le comportement précis, les réflexes, les boucles subcorticales d'un copiste du XIIe siècle, écrivant jour après jour, année après année, tout courbaturé, ou d'un notaire du XVIe siècle, maniant la plume à toute vitesse avec des moulinets de spadassin. Les techniques sont difficiles à reconstituer exactement, et on se demande même, c'est la question que m'a posée un calligraphe, si les oies d'aujourd'hui ont des plumes de la même qualité que les oies bio du XIIe siècle.
il y a un invariant au moins sur lequel on peut compter, et c'est l'identité de conformation du cerveau, de l'œil et de la main. Mais il resterait à savoir si différents types d'écriture font appel au même mécanisme dans l'écriture comme dans la lecture. On a commencé au moins depuis peu à étudier les mécanismes de lecture appliqués à l'écriture manuscrite actuelle, qui fait appel en partie à d'autres voies neurales que celles de l'imprimé. Mais quant aux rencontres entre paléographes et spécialistes de l'écriture en actes ou spécialistes de sciences cognitives, ces rencontres se sont limitées pratiquement à 2 colloques qui remontent à 1988 et 1990, autant dire à l'aube du grand bond en avant des neurosciences. Et les questions sont donc à reprendre. C'est bien une des principales limites de la paléographie que d'avoir développé son outillage conceptuel dans l'étude de l'écriture antique et médiévale, en gros l'époque du tout manuscrit. Avec la Renaissance et l'apparition de l'imprimerie, c'est comme si l'histoire de l'écriture était achevée. Or, non seulement l'écriture manuscrite, on le sait, a continué, elle s'est diversifiée à l'époque moderne et contemporaine plus que jamais. Mais néanmoins, donc, entre le XVIe et le XXIe siècle, les études sont à peu près complètement en friche. Et il n'est donc pas étonnant que la jonction se fasse si mal avec les études sur l'écriture contemporaine. J'ose dire, parce qu'il y a peu de paléographes dans la salle, mais j'en ai repéré quelques-uns quand même, qu'il serait temps de sortir de la paléographie, limitée à l'écriture ancienne, ou du moins de l'étendre vers ce que j'aimerais appeler graphologie historique, si graphologie n'était pas déjà pris par une discipline au statut scientifique discuté, peut-être graphonomie historique, ou mieux encore, peut-être plus simplement, histoire de l'écriture. Le développement de l'écriture latine ne se résume ni à une typologie, voici une présentation traditionnelle, ni même à une simple généalogie sous forme arborescente, mais plutôt, me semble-t-il, à un champ d'interaction polarisé conformément aux catégories fonctionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Un rôle fondamental dans ce paysage revient au niveau inférieur, aux écritures les plus informelles et rapides, qui sont ici donc situées sur la gauche. Vous avez un ordonnancement selon un axe des siècles verticalement et distingué horizontalement un axe qu'on pourrait appeler l'axe de la cursivité ou de la formalité, avec les écritures les plus communes, les écritures documentaires, quotidiennes, etc. à gauche, les écritures livresques, posées et en principe lisibles au centre, et les écritures les plus solennelles, écriture d'apparat, écriture épigraphique, sur la droite. Et la gauche, la partie gauche du tableau, donc, représente véritablement le tissu conjonctif de l'activité graphique de toute une société, qui en définit quotidiennement les réflexes graphiques fondamentaux. Entre les types d'écriture contemporains ou même successifs, les interactions réciproques sont constantes. Vous voyez les échanges représentés par les flèches en pointillés ici, qui représentent donc des échanges techniques ou formels entre différents types d'écriture. Il y a des types qui durent longtemps, plusieurs siècles. Il y a aussi des résurgences, puisque scripta manent, et on peut toujours revenir aux livres et aux inscriptions héritées du passé. Ainsi, et ça c'est une différence avec l'évolution de la langue, si vous voulez. Ainsi, à l'époque carolingienne, ici, on a remis à la mode, à l'honneur, les antiques capitales onciales et demi-onciales. Au XVe siècle, ici, on a ressuscité à son tour la minuscule des temps carolingiens. Et au tournant des XIXe, XXe siècles, là on est déjà hors du tableau, le mouvement des Arts and Crafts en Angleterre a inventé la calligraphie néo-médiévale puis néo-renaissance qui dure encore aujourd'hui. Les paléographes partagent avec les spécialistes de la littérature ou de l'art et des sciences humaines peut-être en général une grande défiance envers toute causalité réductrice, tout ce qui pourrait mettre en cause la liberté créatrice de l'esprit humain. Et je ne prétendrai pas non plus, pour ma part, que les sciences cognitives puissent rendre compte à elles seules de l'histoire de l'écriture. Ce que je crois cependant, c'est qu'elles peuvent contribuer à mieux comprendre les limites dans lesquelles se déploie l'invention graphique, limites physiques, psychiques, visuelles,
de manière donc à mieux en cerner l'économie, l'équilibre sans cesse renégocié entre les besoins du scripteur et ceux du lecteur. Je n'aurai donc pas l'imprudence d'improviser devant vous un essai de paléographie cognitive générale, j'en serais bien incapable et je serai aussi peu technique que possible. Je voudrais simplement exploiter un certain nombre d'observations qui s'appliquent utilement, me semble-t-il, aux écritures anciennes, et inversement évoquer l'émergence historique d'un certain nombre de phénomènes pour souligner que ce qui aujourd'hui peut paraître aller de soi aux utilisateurs de l'écriture, comme dans toute vie sociale, en réalité résulte d'une construction historique millénaire, à commencer par l'alphabet fossile que nous enseignons dans nos écoles primaires, constitué d'une capitale du 1er siècle, d'une minuscule du 9e et d'une cursive du 18e, à peine modifiée. En général, on peut postuler que l'évolution historique de l'écriture passe par le développement de nouvelles compétences cognitives et motrices, ainsi de l'écriture grecque et romaine de même, qui dans sa phase primitive, archaïque, est tracée selon une disposition dite boustrophédone, c'est-à-dire alternativement de droite à gauche et de gauche à droite, avant d'être finalement latéralisée, fixée dans un tracé de gauche à droite que nous avons conservé. Et on sait donc que les enfants procèdent souvent de même, commencent de même. Et on sait que la faculté que ces enfants acquièrent ensuite est en réalité l'inhibition d'une faculté, l'inhibition de la faculté de reconnaître les objets inversés. La cursivité de même, les écritures liées, qui émergent historiquement à deux reprises dans l'écriture latine, d'abord dans l'Antiquité, puis à la fin du Moyen Âge, émergent peu à peu dans l'écriture des adolescents, au moins chez les anglo-saxons, qui n'ont pas été formés directement à l'écriture liée comme les petits français. Et on pourrait citer d'autres exemples. On est tenté au total de dire ici encore, avec Ernst Haeckel, à qui nous devons les très beaux dessins qui ornent le programme de ce colloque, on pourrait dire donc avec lui, dans une certaine mesure, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Voyons donc d'un peu plus près quelques mécanismes fondamentaux de l'évolution. Mécanismes récurrents, en partie même constants, et pour lesquels je m'affranchis donc sans scrupule, pour une fois, du récit chronologique. D'abord, l'apport fondamental auquel j'ai fait allusion de Jean Malon, les rapports de la forme et du mouvement. Dans notre jargon technique, la morphologie, la forme donc, et le ductus, définis comme le nombre, l'ordre de succession et la direction des traits. Dans l'évolution d'une lettre, un même ductus, avec de simples variations de dimension, suffit à expliquer la parenté entre des morphologies apparemment très différentes. Ici un exemple célèbre traité par Malon, ici un exemple pour la fin du Moyen-Âge, un A majuscule. Les lecteurs, on le sait, lisent en fonction à la fois de la forme et du geste qu'ils reconstituent mentalement, à travers une déformation progressive, donc ils sont capables de continuer à voir la parenté des formes. À l'inverse, on peut parfois modifier d'un coup le ductus d'une lettre pour trouver un tracé plus commode, plus économique. Ainsi, le O, qui d'un tracé millénaire en deux traits est passé à un seul, mais à condition de maintenir, au moins initialement, la morphologie, puisqu'une lettre soudain changée ne se reconnaîtrait plus. Seulement avec un nouveau ductus, la morphologie va alors évoluer dans une nouvelle direction, et là encore, elle peut créer des allographes concurrents. Ici, plusieurs combinaisons de traits formant un C et un E dans une cursive gothique. Selon l'ordre dans lequel on trace les traits, on aboutit à des morphologies tout à fait différentes. Ces nouveautés qu'on observe sont parfois le fruit de l'invention consciente, mais plus souvent, sans doute, du hasard, de l'accident. De nouvelles variantes de lettres apparaissent tous les jours, par négligence, par une exécution approximative, par pure confusion, ignorance. La plupart sont sans suite, mais quelques-unes plaisent, se répandent, se fixent. Et on peut considérer alors qu'elles sont consacrées du moment qu'elles entrent dans les modèles communs, et en particulier dans l'enseignement, soit pour remplacer la forme ancienne, soit comme variante, nouvelle, comme allographe, avec des valeurs particulières à côté de la forme plus ancienne.
Ce mécanisme de sélection a été remarquablement étudié dans les années 1970 et 1980 par Emanuele Casamassima pour les écritures anciennes et médiévales. Cela est de l'ordre donc de l'émergence d'une forme dans la conscience, mais se prête aussi bien des analogies plus ou moins séduisantes avec l'évolution du langage, voire avec, bien sûr, le mécanisme des mutations biologiques. L'accumulation de ces nouveautés dans le temps complexifie d'autant le système graphique, et certains éléments donc disparaissent au fil du temps, mais le catalogue des formes disponibles à l'esprit d'un scripteur à un moment donné ou d'un lecteur, globalement, s'enrichit au fil des siècles. Le rôle de la matière, le rôle du support d'écriture et des instruments est encore un sujet de fâcherie qui soulève toujours des soupçons de déterminisme. La matière, certainement, n'impose sans doute jamais à elle seule une forme, et l'outil, au contraire, est sciemment adapté par des scripteurs qui connaissent leur métier au but recherché. Il n'en reste pas moins que tout artisan tente à chercher comment tirer parti au mieux de ce qu'il a à sa disposition. Supports et instruments utilisés sur plusieurs siècles peuvent certainement donner une orientation, des suggestions, des limites à l'évolution. Que l'on songe seulement au maniement minutieux de la plume sergent-major de notre enfance, et au risque qu'on courait si on ne faisait pas attention, par rapport à la liberté que donne aujourd'hui le feutre ou le stylo-bille. Les Grecs, eux, avaient soumis... Ah oui, non, ça je passe... Ça se rattache à ce que je disais avant, mais ça peut passer. Les Grecs, donc, eux, avaient soumis leur alphabet à un effort unique d'abstraction géométrique, surtout apparent dans les inscriptions lapidaires classiques du IVe siècle, lettres donc inscrites dans un cercle, un carré ou un triangle, et grâce à leur largeur homogène, rangées dans la disposition dite stoïkédon, donc non seulement en ligne, mais vous voyez en colonne, comme dans un damier. Chez les Romains, en revanche, la géométrie est tempérée précisément par les instruments. L'usage de la peinture à la brosse large dans les inscriptions murales, y compris pour la préparation des inscriptions lapidaires, l'usage de l'encre au calame large, donne à l'écriture latine deux caractères distinctifs étroitement liés, qui sont le contraste gras-maigre et les empattements que vous voyez aux extrémités des traits, par prolongement ou par ajout d'un trait supplémentaire. Caractère, donc, particularité que nous retrouvons jusque dans nos caractères d'imprimerie. Et cette articulation en traits forts et très faibles, en traits principaux et traits secondaires, est fondamentale pour toute l'évolution de l'écriture latine depuis l'Antiquité. Je voudrais traiter maintenant de l'écriture comme une structure, disons, cognitive multiscalaire, enfin à échelle multiple, qui irait, si vous voulez, du trait élémentaire jusqu'à l'hypertexte. Il faut insister sur ceci. La lettre comme forme et comme mouvement, contrairement, donc, me semble-t-il, au point de vue des linguistes, n'est pas l'unité élémentaire, n'est pas l'atome ou le quark de l'écriture. C'est au mieux, disons, une molécule, une unité composite, et l'élément indivisible, c'est en réalité le trait. Aussi bien que par ces lettres, un alphabet pourrait se définir entièrement par un répertoire de traits. De traits donc diversement combinés pour former les lettres. Ce qu'on applique au niveau moteur dès l'école, en traçant des bâtonnets et des ronds, ici dans un petit manuel du XVIIIe siècle, avant d'en venir à former les lettres, cela répond aussi à ce qui a été observé aussi bien dans les mécanismes de lecture de l'imprimé, c'est-à-dire la perception d'une combinatoire de formes géométriques élémentaires affectées chacune à des neurones différents. À partir de ces traits élémentaires, donc, l'écriture s'est déployée en structures toujours plus complexes, à échelle multiple, comme je disais, dont la lettre, finalement, n'est qu'un degré intermédiaire. Important, certes. L'évolution de la lettre, ai-je dit, se joue dans le rapport entre traits forts et traits faibles, qui recoupe l'articulation entre traits de structure et traits accessoires. Et dans les traits accessoires, outre les empattements déjà mentionnés, donc on peut compter aussi les traits de liaison qui se développent avec la cursivité. Alors, la cursivité à elle seule mériterait
une heure et plus. Enfin, on a toute une série de colloques sur la cursivité depuis des années. Les traits accessoires de liaison, donc traits ascendants, tels que dans notre écriture actuelle, dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge, ne sont finalement qu'un phénomène secondaire, dans le temps au moins, à côté de modes de ligature primaires, où les traits de structure des lettres s'enchaînent directement par contiguïté de haut en bas. De là viennent notre éperluette, mais aussi les ligatures typographiques CT et ST, que vous trouvez encore dans le Garamond de Gallimard, qui sert à imprimer vos volumes de la Pléiade, entre autres. Dans de nombreux cas, une lettre formée de deux traits, le premier venant à se souder à la lettre précédente et le second à la lettre suivante, pouvait se trouver écartelé, cassé, la lettre cassée en deux, au 1er comme au XIIIe siècle, ce qui exige d'adapter sa stratégie de lecture et de recomposer mentalement la lettre à mesure que l'on lit. Les traits accessoires, donc empattement comme traits de liaison, peuvent aussi devenir distinctifs dans la perception même de la lettre, au point de finir par s'intégrer dans sa structure même, jusqu'à entraîner une recomposition du ductus. Ainsi, un L avec son trait de liaison cursif, recomposé avec le trait de liaison rapporté de haut en bas. Ainsi, dans l'anglaise du XIXe siècle, on apprenait, peut-être qu'on apprend toujours, à tracer chaque lettre avec son trait de liaison extérieur, y compris au début d'un mot. Ici, un modèle scolaire. Enfin, ou plutôt ce qu'un enfant en a fait. Enfin, en regardant les traits et leur articulation dans l'ensemble de l'alphabet, on s'aperçoit que l'évolution est bien plus complexe que quand on la décrit lettre par lettre. Le système graphique repose sur le fait que chaque lettre partage donc des traits avec d'autres. Or, le même trait, dans différentes lettres, évolue différemment. Et ainsi, les parentés de forme entre deux ou plusieurs lettres se recomposent sans cesse. Ici, donc, une capitale romaine est ce qu'elle devient dans la cursive du 1er siècle. Les changements, en partie aléatoires et imprévisibles, sont en effet constamment recadrés. Les similitudes partielles, accidentelles, apparues entre deux traits, entre deux lettres, finissent par être soit régularisées, stabilisées, soit rompues dans les formalisations successives d'un type d'écriture, de manière à maintenir un nombre de traits qui soit limité, mais néanmoins suffisant pour identifier toutes les lettres plus ou moins efficacement. Ce répertoire des traits étant, par définition, inférieur en nombre au nombre des lettres. C'est ce qu'on connaît bien en linguistique, en phonologie, sous le nom d'assimilation et de dissimilation, et la recombinaison permanente donc, fait de l'écriture une sorte de kaléidoscope de forme, si vous voulez. La lettre la plus extraordinaire de ce point de vue, une lettre pour laquelle j'ai une passion, est le G. Il a été successivement jumelé, si on regarde surtout sa partie supérieure, à toute une série de lettres, créées d'abord comme variante du C, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'est associé avec T, alors bon, ici dans l'onciale, avec T entre le IIIe et le 8e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez ici différentes stylisations, où le mouvement est analogue. Ensuite, avec O du Xe au XVe, passagèrement avec S pour la partie basse au XIIIe siècle, puis au XIIIe siècle toute une série extraordinaire de variations de ductus, pour aboutir, à partir du XVe siècle, à un jumelage essentiellement avec la lettre Q. Et dans l'anglaise, donc, le G finit par avoir la partie haute en commun avec A, D et Q, et la partie basse en commun avec J, Y et Z. Tandis que le G bas de casse romain, lui, hérité de la minuscule caroline du IXe siècle, est étrangement isolé puisqu'il ne partage aucun trait avec aucune autre lettre. L'assimilation joue donc sur des éléments identiques dans des combinaisons topologiques distinctives. Elle est particulièrement voyante dans certains types d'écriture. Dans la lettre bénéventène du sud de l'Italie, qui a duré en gros du 9e au 13e, et dont on a ici un exemple très tardif du 16e. La gothique textuelle, extrême régularité des traits. L'anglaise, encore une fois, qui est composée d'éléments diversement combinés.
et en typographie, donc les linéales géométriques comme le futura. L'assimilation joue en partie en faveur du scripteur, bien sûr, en automatisant les gestes, mais aussi du lecteur, en aidant à donner à la ligne une texture uniforme sur laquelle se détachent des éléments distinctifs des lettres. Mais alors, où fixer la limite au-delà de laquelle l'uniformité aboutit à freiner le lecteur? Je ne sais pas si vous arrivez à lire ça, selon l'endroit où vous êtes dans la salle, mais je me demande s'il n'y a pas des effets d'échelle, par exemple, qui jouent. Il me semble que c'est plus lisible en petit qu'en grand, puisqu'en petit, on se fixe plus sur les éléments distinctifs. Je ferai un sondage ensuite pour savoir si tout le monde a lu la même chose. Ce qui est constamment en jeu, donc voire en danger, c'est l'identité même de la lettre. La possibilité de formes et surtout de gestes changeants, voire de formes et de gestes différents à un moment donné, n'est pas donnée à toutes les écritures. Si cela existe dans l'alphabet latin, dans l'alphabet grec, et en général dans les alphabets, c'est avant tout parce que les lettres y sont peu nombreuses. Dans les écritures asiatiques, au contraire, plus encore que la structure complexe des formes, c'est la quantité même des caractères, me semble-t-il, qui impose une discipline immuable au ductus, quelle que soit la rapidité. Et toute altération de cet ordre rend, pour un lecteur japonais, en l'occurrence, du XVIIe siècle, le caractère méconnaissable. Si l'identité de la lettre peut être ainsi sacrifiée parfois, c'est qu'elle est compensée en même temps par la lecture contextuelle, par l'identification d'une séquence de lettres, et d'abord d'un mot. L'écriture gothique, surtout, se distingue de ce point de vue par une insistance nouvelle sur le mot comme unité graphique. Espace systématiquement inséré entre les mots, trait d'union quand le mot est coupé en fin de ligne, il y en a un ou deux qui traînent ici, et procédés divers pour enchaîner les lettres les unes aux autres à l'intérieur du mot pour éviter les blancs à l'intérieur du mot. La multiplication des abréviations également va au-delà en réduisant encore les mots à de petits paquets compacts d'informations quasi idéographiques. Le manuscrit scolastique n'est pas fait pour la rhétorique. L'abondance des abréviations doit être comprise comme cela aussi. C'est un livre conceptuel, c'est une machine à penser. Le XIIIe siècle est une phase alors extraordinaire d'expérimentation. On y voit d'abord se multiplier les formes et les ductus possibles pour une même lettre, afin d'en faciliter le repérage où qu'elle se trouve. Et ici, alors, chez différents scripteurs, on aura différentes combinaisons possibles. Ici, le mot nimium. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, au contraire, les allographes s'organisent désormais en fonction de leur position dans le mot. Par exemple, M et N, toujours prolongés en position finale, puis souvent aussi à l'initiale. Un système qui va durer largement jusqu'au XVIIe siècle, qui est en somme analogue à celui de l'arabe, qui aujourd'hui nous paraît si exotique. Et à partir de là, finalement, le mot entier a beau être déformé par la vitesse, il reste lisible par sa conformation générale. Pour un lecteur expert. Et on a d'ailleurs mesuré dans des expériences récentes très intéressantes sur l'écriture cursive hébraïque combien les allographes de position, précisément, en fin de mot, facilitent la lecture pour les dyslexiques. Alors au-dessus du mot, il faudrait parler, si j'avais le temps, et je le ferai sans doute dans la version imprimée, de l'organisation de la page, voire du texte, du livre entier, depuis le texte continu des anciens, à la page carolingienne entièrement structurée par la typologie des écritures, au développement de la ponctuation, à l'hypertexte scolastique, balisé par la hiérarchie des initiales, les pieds de mouche, la pagination, les index, la glose, et finalement jusqu'à la page typographique, articulée en initiales, romain, italique, grande et petite capitale. Sans compter la page web, donc, qui est, d'un certain point de vue, un retour au rouleau sans fin, mais qui offre en même temps de nouvelles structures graphiques. Je voudrais maintenant vous emmener aux frontières du lisible. Je ne dirais pas aux frontières de l'univers comme d'autres. Mais les difficultés des lecteurs anciens et modernes, me semble-t-il, nous apprennent beaucoup sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cet aller-retour constant entre forme visuelle et sens, et dans cette estimation constante des possibilités et des probabilités qu'est la lecture. Les erreurs des copistes médiévaux recoupent
celles que nous pouvons commettre nous-mêmes. Elles relèvent de mécanismes cérébraux constants et aussi des difficultés propres à tel ou tel type d'écriture. Il y a une collègue d'Oxford qui s'appelle Ségolène Tarte qui étudie actuellement, c'est extrêmement intéressant, les procédés de raisonnement des papyrologues dans le déchiffrement des documents difficiles. Un cas récent très éclairant est celui d'une tablette du 1er siècle où les A avaient une forme tellement inattendue à cette date, qu'on les a lus comme un E avant de s'apercevoir que seuls des A pouvaient donner des mots plus plausibles dans le texte. C'est un mécanisme qui inhibe, si vous voulez, la primauté du mot tel qu'on la connaît dans la lecture de l'imprimé, et qui me semble absolument analogue, si vous voulez, si j'ose citer ça ici, à celui d'une page bien connue de Lucky Luke, celle où les Dalton lisent une lettre de leur maman. Vous vous rappelez peut-être le dialogue. Quelle est cette lettre? C'est un G. Et je vous en grâce bien fort, et toi, Avrel, mon GG, etc. La confusion par anachronisme guette sans cesse le paléographe, et l'essentiel, surtout le débutant. Et l'essentiel de sa formation consiste précisément à inhiber la plupart des réflexes accumulés depuis l'enfance sur l'écriture d'aujourd'hui. Alors, non moins passionnants sont les scripteurs anciens inexperts, ceux qui mélangent parfois les types d'écriture. Ici, quelqu'un qui veut faire une capitale et qui y mêle un B cursif magnifique ici. Mieux encore, les rares scripteurs totalement illettrés, comme des artisans qui transposent une écriture sans la comprendre dans la pierre ou dans le métal. Ici, un tabernacle à Aviotte dans la Meuse. Depuis 150 ans, on essaie de lire l'inscription. Alors à droite, il y a assez nettement Ave Maria, et à gauche, j'ai à peu près 50 hypothèses qui toutes se valent. De même ici, une inscription à Pontresina en Suisse, également du XVe siècle. Les résultats ici montrent bien que la forme des lettres n'est pas donnée d'elle-même, que pour comprendre une forme et la restituer, une forme purement conventionnelle comme celle d'une lettre, il faut en avoir appris la logique structurelle. Et le déchiffrement paléographique, alors, confine à l'autosuggestion ou au test de Rorschach. Et à l'opposé, donc, il y a également une illisibilité voulue dans des jeux de lettres visant souvent à la solennité et au mystère. Dans les Literae Celestes de la chancellerie impériale romaine, dans la souscription extravagante d'un archevêque du Xe siècle, dans les écritures d'apparat sacré du livre roman, qui ralentissent peut-être la lecture pour inviter à la méditation. À l'époque moderne, on a des survivances également extraordinaires d'écritures archaïsantes, illisibles, chargées d'autorité, jusqu'en plein XIXe siècle. En particulier l'écriture des bulles pontificales, qu'on expédiait aux destinataires accompagnés d'une transcription en clair, et les diverses special set hands de plusieurs administrations centrales anglaises. Et finalement, il me semble que les taggers d'aujourd'hui, finalement, n'en sont pas si éloignés, dans un principe esthétique commun qui est celui d'un graphisme impénétrable et vaguement inquiétant. Mais les écritures les plus difficiles à lire sont souvent les écritures courantes de scripteurs experts et rapides. Tablette de compte d'un banquier pompéien, autographe de saint Thomas d'Aquin, cursive moderne des notaires et greffiers de justice, qualifiée d'écriture diabolique dans les plaideurs de Racine et dans Don Quichotte. Dans tous ces cas, l'amortissement en réalité des traits distinctifs des lettres opère surtout quand le sens est le plus prévisible, dicté par un formulaire connu d'avance, comme finalement pour les ordonnances de médecins. Au XVIIe siècle, alors, a eu lieu en France une réforme qui, de ce point de vue, est tout à fait extraordinaire, une réforme sans précédent de l'écriture. Autour de 1600, en effet, s'était développée une écriture plus homogénéisée que jamais, qui tendait à réduire toutes les lettres à un enchaînement de bouclettes. Je mets ici un bout de transcription. S'en arrive donc au point qu'en 1633, un arrêt du Parlement de Paris constate, enfin 1632-33, il y a deux arrêts, un premier qui constate que l'écriture est devenue illisible, et un deuxième qui impose donc une nouvelle discipline en limitant à 2 les types d'écriture qui seront désormais autorisés dans l'enseignement. C'est la base de la typologie des écritures françaises pour 3 siècles, la ronde française, que vous avez ici, et la bâtarde italique. S'y ajouteront seulement la courante
au XVIIIe siècle, plus liée, puis l'anglaise encore au tournant des XVIIIe, XIXe. Et cet acte législatif, alors tout à fait inouï, montre avec éclat, me semble-t-il, que les difficultés que nous éprouvons à lire les actes de cette époque ne tiennent pas seulement à l'éloignement, mais qu'elles sont bien, dans ces cas, intrinsèques à l'écriture. Il y aurait bien d'autres sujets à aborder, que j'aborderai donc par écrit, en particulier les rapports de l'écriture avec la langue, où il y a beaucoup à dire et peu a été dit, au-delà de l'orthographe. Pour ne citer qu'un fait, toutes les lettres qui, au IIIe, IVe siècle, ont des astes ou des ampes, ce qui définit donc la naissance d'une écriture minuscule, sont les lettres qui, dans la langue latine, ont une fréquence inférieure à 3,5%. Je passe sur les explications, mais il y a une statistique là qui ne peut pas être le fruit du hasard. Voilà. Et je terminerai simplement alors, en notant que dans la forme de l'écriture est aussi inscrite une valeur plus ou moins consciente, et qu'il y a, selon les époques, des formes plus ou moins dominantes. Entre le IXe et le XIIe siècle, l'écriture des livres s'impose dans les documents. À la fin du Moyen-Âge, l'écriture des documents s'impose dans les livres. Il y a des mouvements d'aller-retour. Ce qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est la latinisation des écritures du monde. Pour des raisons culturelles, sans doute, mais également économiques et techniques, la domination de l'industrie typographique occidentale. Et je n'en donne ici qu'un seul exemple pour terminer. Alors, on pourrait parler de l'écriture grecque, qui a été latinisée dès la Renaissance, par les besoins de la typographie. Et ici, donc, pour terminer, l'exemple d'un alphabet Devanagari dont le dessin a été confié à un grand typographe suisse qui est Adrian Frottiger, qui a rationalisé à son idée les signes, sans en avoir absolument la maîtrise culturelle. Je pense qu'il s'est fait conseiller. Et donc, de l'avis général de ceux qui lisent ce genre d'écriture, le seul véritable échec de ce très grand typographe. Voilà, merci.